No justice, no peace. Racisme, brutalité policière, inégalités économiques. Ce sont des mots lourds qui font écho partout dans le monde suite à la mort de l'Afro-Américain George Floyd, devenu symbole de la lutte contre le racisme et des violences policières. Ce cas a réveillé davantage la conscience des jeunes à l'échelle mondiale, particulièrement ceux de la communauté noire qui n'hésitent plus à manifester contre le racisme, à se pencher sur leur histoire et à en revendiquer leur fierté. C'est dans ce contexte que des mouvements de protestation économique, Support Black Business et Buy Black ont refait actuellement leur apparition. L'objectif est de pousser les Noirs et le reste de la société à consommer, soutenir et investir davantage au sein d'entreprises tenues par des personnes de couleur, vu que ces dernières sont plus marginalisées que les entrepreneurs des autres communautés. Ainsi, le Support Black Business pourrait alors être plus efficace sur le long terme que les actions gouvernementales, telles que les discriminations positives, car permettrait d'améliorer les conditions de vie des générations futures, de réduire les forts taux de chômage, de pauvreté, de discrimination liée à l'embauche et des micro-agressions auxquelles sont régulièrement soumis les Noirs dans les pays développés. Il faut toujours se rappeler qu'une communauté riche est une communauté forte. D'ailleurs, cette idéologie de capitalisme noir trouve ses origines aux États-Unis à la fin du XIXe siècle grâce à deux pères fondateurs qui étaient fondamentalement convaincus que la réussite économique de la communauté noire est la voie la plus rapide et efficace vers son indépendance. L'un est un ancien esclave, devenu leader dominant du pays, du nom de Booker Washington, qui dans un discours prononcé à Atlanta en 1895 appelle les Blancs à employer les masses de travailleurs noirs et demande aux Afro-Américains de cesser de militer pour leurs droits politiques et sociaux afin de se concentrer sur leurs conditions de vie économiques et financières. Ainsi, la National Negro Business League fut créée en 1900 afin de regrouper tous les entrepreneurs noirs du pays. Ce combat est en outre complété par le précurseur du panafricanisme, Marcus Garvey, qui se fixe pour ambition d'unir tous les Noirs du monde entier à travers son journal The Negro World et promeut continuellement le retour des descendants des esclaves noirs vers l'Afrique, ce que l'on appelle le Back to Africa ou le Repatriation, comme le diraient les adeptes du mouvement Rastafari. C'est donc cet écosystème incitatif qui, au fil du temps, a permis à de nombreux Noirs américains de bâtir des magasins, des salons de coiffure, des banques, des hôpitaux, des cabinets d'avocats, etc. D'ailleurs, les zones d'activité commerciale les plus dynamiques étaient appelées Black Wall Street et se trouvaient sur l'ensemble du territoire américain. Bien sûr, ces activités commerciales se déroulaient dans un environnement hostile et raciste. Lynchage, privation de droits, spéculation foncière et massacre, dont le plus célèbre est celui de Tulsa dans le Oklahoma en 1921, avec l'exécution punitive de plus de 3000 Noirs américains et la destruction de plus de 600 commerces. Raison pour laquelle cette quête d'indépendance économique sera également au cœur de la lutte pour les droits civils sous Malcolm X. Toutefois, si les Noirs américains ont été paralysés comme entrepreneurs, ils n'ont pas été évincés en tant que consommateurs. Au contraire, les multinationales ont commencé à les cibler, à proposer des produits distincts, parfois de qualité inégale. Résultat, il est devenu alors à la mode dans les années 80 pour les Noirs américains d'abandonner leurs propres banques et entreprises afin de prouver à quel point ils sont égaux et capables eux aussi d'acheter dans des magasins qui leur étaient autrefois refusés. Il semble alors tout à fait naturel que les gros acteurs de la mondialisation actuelle et les firmes multinationales surfent sur cette vague contemporaine de lutte anti-racisme pour capter l'attention de leur clientèle. Nike, par exemple, moralise de ne pas tourner le dos au racisme. Reebok rappelle que sa marque n'existerait pas sans la communauté noire. Apple lance un appel afin de se battre en faveur d'idéaux d'égalité et de justice, alors qu'à peine 3% de ses salariés noirs occupaient des postes stratégiques en 2018. Mais c'est surtout Uber Eats, la plateforme de livraison de repas préparés, qui s'est distinguée en répondant concrètement à la logique du Support Black Business. En effet, le 4 juin dernier, son PDG annonçait que les restaurants tenus par des Noirs aux États-Unis et au Canada seraient dispensés de frais de livraison. Bien évidemment, dans les autres pays développés qui fonctionnent moins sur le communautarisme et les statistiques ethniques, cette pratique pourrait être perçue comme discriminatoire et difficilement compréhensible à l'aune de la mondialisation où tous les entrepreneurs sont censés accéder aux mêmes opportunités.
Qu'en est-il réellement de la situation des entrepreneurs noirs modernes dans le monde? Eh bien, aux États-Unis, les Noirs représentent 12% de la population américaine et 4% disposent du statut d'entrepreneur. Ces derniers dénoncent des inégalités d'accès au capital et recevraient les plus faibles montants de financement à des taux d'intérêt plus élevés que les autres groupes ethniques. Les femmes noires, qui représentent pourtant la catégorie d'entrepreneurs avec la croissance la plus rapide, ont reçu d'ailleurs au cours de la dernière décennie le plus faible niveau de financement de capital risque selon Digital Undivided, une organisation qui soutient les femmes entrepreneurs de couleur. C'est peut-être la raison pour laquelle des personnalités issues elles-mêmes des minorités, telles que l'actrice Issa Rae, soutiennent désormais les entreprises dans leur propre communauté. Cette tendance est en outre facilitée par l'éclosion de plateformes digitales telles que UberBlack.com et Black Nation, regroupant des marques appartenant à des Noirs. Si on s'intéresse à la France, bien que l'histoire de ces deux pays soit différente, les entrepreneurs noirs français connaissent les mêmes difficultés d'accès au capital, un manque de représentativité dans les sphères décisionnaires, malgré les parcours exceptionnels pour certains. Certains dénoncent également un manque de confiance des consommateurs noirs dans la qualité de leurs produits, qui préféraient alors se tourner vers les multinationales. Prenons le cas de l'ethno-cosmétique par exemple. On estime qu'une femme noire utilise 9 fois plus de produits capillaires, 7 fois plus de maquillage et 5 fois plus de soins de peau qu'une femme blanche, selon l'agence française de marketing ethnique ACA. Pourtant, les entrepreneurs noirs à succès sont peu nombreux dans ce secteur. On peut effectivement citer les marques telles que Noir au Naturel, Les Secrets de Loli, Nuanciam et quelques salons de coiffure afro haut de gamme. Mais la réalité est que ce sont surtout les grands groupes européens tels que L'Oréal et les parapharmacies spécialisées dans les soins ethniques qui dominent ce marché. Cette situation serait liée, selon certains youtubeurs, à un manque de solidarité au sein de la communauté noire de France. Néanmoins, on retrouve de plus en plus sur la toile française des articles et des vidéos qui poussent à encourager le business des entrepreneurs noirs à l'image de la tendance américaine. Qu'en est-il de l'Afrique alors? Le continent étant majoritairement habité par des Noirs, serait-il absurde de parler d'un support black business? Eh bien, pas du tout. Il faut avoir en tête que 2 tiers des pays africains préfèrent importer des denrées alimentaires de base en provenance de la Chine, des États-Unis et de l'Europe pour 35 milliards de dollars par an, selon la Banque africaine de développement, au lieu d'investir directement dans leurs producteurs et agriculteurs locaux qui, eux, en plus, subissent une concurrence déloyale. Cette situation explique pourquoi les produits importés coûtent moins cher que ceux fabriqués sur place par les Africains. Aux yeux de certains aussi, le Made in Africa serait moins prestigieux que les produits étrangers. Mais en fait, c'est surtout l'Afrique du Sud, de par son histoire, qui s'est rapprochée du modèle américain du support Black Business à la sortie de l'apartheid, avec l'adoption du programme Black Economic Empowerment, afin de rectifier les inégalités et de restaurer les privilèges économiques dont les minorités étaient jusque-là privées. Par exemple, en 1996, les entreprises tenues et dirigées par des Noirs étaient encore peu nombreuses, de taille réduite et souvent cantonnées au secteur informel. Ainsi, le black business ne représentait que 2% de la capitalisation boursière de Johannesburg. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la situation pour les Noirs est bien toute bien meilleure. Pour clore ce sujet, nous serons tous d'accord pour dire que nous vivons dans un monde très concurrentiel, où seule la rapidité et la flexibilité permettent de se différencier. Je m'explique. Si une entreprise est incapable de répondre au changement de son environnement externe, par exemple à une évolution de la demande des consommateurs, une fluctuation des prix, une révolution technologique, ou si elle est incapable d'innover en s'appuyant sur ses ressources internes, par exemple en proposant de nouveaux produits, de nouvelles procédures, un nouvel business model, alors elle meurt. En fait, les consommateurs recherchent avant tout de la satisfaction. Il faut leur apporter un avantage qui leur soit unique et utile. Au-delà d'une marque, d'un produit ou d'un service, l'essentiel c'est de créer de la valeur ajoutée. Ce n'est pas une question de couleur de peau. D'autres communautés non noires ont bien sûr été aussi pillées, colonisées, exploitées, mais elles ont réussi à bâtir des empires économiques. Le problème c'est qu'en fait aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs noirs se contentent juste de fabriquer des produits, de proposer des services, puis de les commercialiser dans leurs points de vente respectifs, en imaginant que la clientèle viendra naturellement. Cette stratégie est caduque. Il ne faut pas négliger les autres aspects d'un business, à savoir soigner la présentation de son produit, améliorer son image de marque en définissant clairement son positionnement par rapport au prix de ses produits,
soigner ses discours, ses missions, les valeurs véhiculées par sa marque, faire du parrainage, nouer des partenariats avec des distributeurs stratégiques, faire des campagnes publicitaires, investir dans une communication digitale puissante, mémorable, désirable et surtout, il est indispensable de ne pas négliger ses clients. Il faut aimer son client, le bichonner, tout connaître de lui, ses préférences, ses pratiques régulières. C'est ce qui fait le succès des meilleures entreprises. En fait, pour créer une marque, pour inspirer, il ne faut pas juste vendre un produit, mais communiquer de façon beaucoup plus profonde sur votre but. Pourquoi votre entreprise existe-t-elle? Parce qu'en fait, la réalité, c'est que les gens n'achètent pas ce que vous faites. Ils achètent ce pourquoi vous le faites. Aujourd'hui, par exemple, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, les Blancs, sans exception, suivent tous Beyoncé, Bob Marley, ils consomment chez Adidas, chez Apple, parce que ces derniers ont su réunir tous les ingrédients cités précédemment. Les entrepreneurs noirs devraient donc repenser leur façon de faire du business afin de se distinguer continuellement. Cela motivera naturellement les consommateurs et le reste des communautés à faire circuler leur pouvoir d'achat au sein de leur marché. Ce qui sous-entend en parallèle que les consommateurs devraient plutôt privilégier une consommation de proximité afin de ne pas tout le temps rester dans le sillage des multinationales. Ce fut un plaisir pour moi d'aborder cette thématique. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire en bas de cette vidéo. A très bientôt chez AEM.